30 minutes pour discuter de la question qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un ou une trans. Et alors, c'est bien entendu, ça a l'air très simple, mais ça l'est moins que ça. Et je vais aborder cette présentation sous un angle une perspective évolutionniste, qui est discutable. D'ailleurs, tout ce que je vais dire est largement discutable. Certaines choses reposeront sur des bases scientifiques, donc parfois qui sont assez fragiles. D'autres, ce sera sur des bases cliniques, et je vous dirai quand je pense que c'est scientifique et quand je pense que ça ne l'est plus. Alors, je vais commencer d'abord par la définition de qu'est-ce qu'un mâle et qu'est-ce qu'une femelle. Et là, figurez-vous qu'en fait, c'est tout sauf simple. C'est que derrière ça, il y a deux mots-clés. Il y a que sur notre planète, il y a souvent, chez les êtres vivants, une reproduction sexuée. C'est-à-dire, ça n'est pas l'être vivant qui se découpe en morceaux pour se reproduire. Ça arrive, même chez les organismes complexes, comme par exemple les lézards en queue de fouet, il n'y a que des femelles et qui se reproduisent entre elles. Et d'ailleurs, c'est curieux, elles sont obligées de simuler un coït pour pouvoir se reproduire. Donc, il y a de la parthénogénèse, mais souvent, c'est une reproduction sexuée. Donc, il y a deux partenaires qui produisent deux gamètes, donc deux demi-cellules, pour fabriquer un nouvel être vivant, ce qui permet de la diversité génétique. Et le deuxième mot-clé, c'est l'anisogamie, c'est qu'en fait, quand il y a une reproduction sexuée, eh bien, les deux éléments qui vont se reproduire sont différents. Et il y en a un qui a de gros gamètes qui ne bougent pas, et l'autre qui a des petits gamètes qui bougent. Eh bien, celui qui a des petits gamètes qui bougent, c'est un mâle. Celui qui a des gros gamètes qui ne bougent pas, c'est une femelle. Et c'est vrai chez les plantes, chez les insectes, chez les oiseaux, chez les mammifères, chez les humains. Et donc, à proprement parler, alors, bien sûr, ça peut être extraordinairement compliqué. C'est-à-dire, on peut être à la fois mâle et femelle, comme beaucoup de fleurs, comme les escargots. On peut être trans naturellement, le mérou, naît mâle et devient femelle au cours du temps. Donc, tous les mérous sont transsexuels. Et chez les humains, il n'y a pas de transsexuels, puisque aujourd'hui, il n'y a encore eu personne qui s'est fait greffer des testicules ou des ovaires. Peut-être que ça existera un jour. Et donc, littéralement, si le sexe, c'est être mâle ou femelle, il n'y a aujourd'hui pas de transsexualité à proprement parler. Alors après, en termes de santé, le fait d'être mâle ou femelle a des répercussions. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on devient mâle ou femelle? Alors on va dire, c'est à cause des gènes. Eh bien non, pas forcément. Par exemple, chez le crocodile, c'est la température des œufs qui va faire que le crocodile devient mâle ou femelle. Donc en fait, être mâle ou femelle, ce sont deux voies métaboliques qui conduisent à deux individus différents. Et il se trouve que chez les mammifères et chez les humains en particulier, c'est lié à des chromosomes. Donc vous savez, le fait d'avoir un chromosome Y, mais ça n'est pas quelque chose d'universel. Et donc le fait que les mâles humains soient XY et que les femelles humaines soient XX va faire que nous allons avoir des problèmes de santé différents. En particulier, les mâles humains vont avoir des maladies liées à l'X, puisqu'on n'en a qu'un, donc on n'a pas de backup lié à l'autre X, mais que chez les femelles, en fait, le même phénomène peut se rencontrer, vraisemblablement, par exemple, une hypothèse du sexe ratio du lupus. Vous savez, il y a 10 fois plus de femelles humaines qui ont du lupus que les mâles. Et une explication, c'est que donc chez la femelle, il y a une inactivation d'un des gènes qui sont sur le chromosome X, pour pas qu'il y en ait deux qui s'expriment. Parfois, les deux s'expriment, et ça serait ça qui conduirait à des problèmes auto-immuns, dont des pathologies comme le lupus. Alors après, il y a des questions, donc ça c'est évident, c'est simple. Après, il y a des questions plus compliquées, par exemple la perception de la douleur. Est-ce que le mâle humain a plus ou moins mal que la femelle humaine en général? Alors ça, c'est très drôle quand on regarde la littérature, parce qu'il y a des milliers d'articles écrits là-dessus, avec des modèles animaux, des souris ménopausées, pas ménopausées, en fait, la souris ne se ménopause pas, mais on peut le simuler. Et donc il y a des méta-analyses, et c'est très drôle, c'est qu'au début, les méta-analyses étaient positives. Après, les méta-analyses étaient négatives, et rien que sur des arguments idéologiques. C'est-à-dire, elles étaient négatives. Il ne peut pas y avoir de différence de perception de la douleur entre le mâle et la femelle humaine parce qu'ils sont identiques. Et parce qu'ils sont égaux, alors ils sont identiques. Et donc, il y a un papier sorti dans Nature Review Neuroscience en 2020 qui dit qu'en fait, oui, il y a une différence de perception de la douleur entre les mâles et les femelles. Les femelles humaines perçoivent plus de douleur à stimulus équivalent.
Ce qui, quand on dit ça à des collègues médecins femmes, trouvent ça complètement paradoxal parce qu'en pratique clinique, souvent, les hommes montrent des signes extérieurs de douleur plus élevés que les femmes. Quand un homme est en présence d'une femme, quand un homme est en présence d'un homme, alors il exprime moins ces stimuli douloureux. Et donc là, on voit d'emblée comme tout ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors, donc il y a des différences, et puis il y a quand même l'éléphant au milieu de la pièce, qui est le hazard ratio lié à la mortalité. C'est que donc un fœtus mâle est un tout petit peu plus fragile qu'un fœtus femelle. Dans les premiers mois de vie, un nouveau-né mâle est aussi un tout petit peu plus fragile qu'un nouveau-né femelle. Et d'ailleurs, sans que les gens ne l'expliquent vraiment. Mais sinon, après, le hazard ratio lié à la mortalité est égal à 1 quand le petit mâle est un enfant. Et puis, à partir de l'adolescence, le hazard ratio monte à 3. C'est-à-dire qu'un mâle adolescent a 3 fois plus de risque à un instant donné de mourir qu'une femelle adolescente humaine. Et ça va diminuer à partir de 35 ans, ça va diminuer à 2 et ça va persister toute la vie. Alors, pourquoi? En gros, parce que les mâles humains, globalement, ont plus de conduite à risque. Et donc, ils meurent plus. Et donc, alors on peut se demander pourquoi, finalement, parce qu'on peut se dire, pourquoi les mâles humains ont plus de conduite à risque? C'est-à-dire parce qu'ils sont comme ça, parce qu'ils sont bêtes, etc. C'est pas satisfaisant intellectuellement. Alors, il y a une hypothèse, en fait, c'est que, en termes d'évolution, ça serait justifié et ça renvoie à la question à quoi servent les mâles dans une espèce, en particulier chez les mammifères. Alors, je vous vois sourire parce que c'est un lieu commun, à quoi servent les hommes, mais c'est pas en fait si ridicule que ça, c'est qu'en fait, en termes d'évolution, un mâle a très peu de rentabilité. C'est qu'il consomme beaucoup d'énergie, à peu près autant que les femelles, en termes d'alimentation, mais il sert à quoi? En gros, il ne sert qu'à donner du sperme. C'est que la femelle, elle, va créer le nouveau-né. Et donc, on a calculé en théorie des jeux que l'optimum serait autour de un mâle pour 10 femelles, un mâle pour 6 femelles. C'est-à-dire, avec ça, on a de la variabilité génétique. Donc, du coup, on peut s'adapter à l'environnement, mais on épuise beaucoup moins les ressources énergétiques, donc on peut nourrir beaucoup plus de femelles qui vont avoir beaucoup plus de descendance. Et donc, la question se pose, pourquoi n'y a-t-il pas qu'un mâle pour 6 femelles? Eh bien, c'est Fischer, notre Fischer, à nous statisticiens, qui a démontré en fait que ce n'est pas possible, parce que s'il y a un mâle pour 6 femelles, alors nous avons intérêt, chacun d'entre nous, à avoir une descendance mâle, parce que comme ça, le mâle va avoir plus de descendance que la femelle, s'il y en a un plus. Donc nous avons plus d'intérêt en termes évolutifs à avoir des mâles que des femelles, et ça va converger vers 50%. Donc, en fait, on est dans une situation complètement paradoxale en termes évolutifs. D'un côté, on a moins besoin de mâles que de femelles, mais on ne peut pas faire autrement que d'en avoir autant. Et donc, peut-être qu'il y a un intérêt à tuer les mâles une fois qu'ils sont nés. Donc, on va socialement dire que c'est bien qu'un mâle doit être courageux, doit aller à la guerre, doit se battre, parce que comme ça, on va en éliminer un certain nombre. Et en fait, on va améliorer l'optimum en termes évolutifs. Alors, à ce stade-là, se pose une autre question qui est, mais à ce moment-là, pourquoi, dans la plupart des sociétés, il y a une préférence masculine? Dans la plupart des sociétés, l'homme, le mâle, est valorisé par rapport à la femelle. Pas dans toutes, mais dans quasiment toutes. Et ça se voit d'ailleurs à la naissance. Vous savez qu'il y a normalement, il y a 105 naissances de mâles pour 100 naissances de femelles, mais il y a des pays où c'est nettement plus que ça. Par exemple, en Chine, au 3e enfant, il y a 150 naissances de mâles pour 100 naissances de femelles. Et donc, bien sûr,
comme vous le savez, ça correspond au fait que les nouveau-nés ou les fœtus femelles sont éliminés. Ce qui a conduit, on l'estime, et je cite un très bel article de Christophe Guillemotto dans Population en 2015, à 100 millions de femelles humaines qui ont été supprimées de ce fait. Et donc, pourquoi y a-t-il une préférence masculine alors que quelque part, en termes évolutifs, les mâles seraient inutiles ou d'une utilité moindre? Alors, cette question, en fait, il n'y a pas de... C'est une question extrêmement profonde et compliquée. Il n'y a pas de réponse consensuelle. Il y a, on dit oui, mais c'est parce que dans le confucianisme, etc., enfin dans les grands récits mythologiques, c'est toujours les mâles. Il y a beaucoup de sociétés patrilinéaires où le fait que quand un couple se forme, alors le foyer doit rester là où il y a le mâle. Et donc, quand c'est la femelle s'en va. Et donc, on a intérêt à privilégier les mâles, comme ça, on a une tribu qui est de plus en plus importante. Mais à ce moment-là, pourquoi c'est comme ça? Alors, on va dire, oui, mais on a besoin des mâles pour protéger la tribu. Oui, mais en fait, on protège la tribu contre qui? Contre les autres mâles qui vont attaquer la tribu. Donc, c'est pas, il y a vraiment pas d'explication. Alors, moi, j'en ai une, mais qui est vraiment complètement spéculative. Elle est en lien avec quelque chose de très drôle, qui est spéculatif, mais qui est très drôle, c'est l'hypothèse de Triver et Villa, qui est que alors, c'est une conjecture qui a été faite, qui est que, en général, une femelle qui a un haut statut socio-économique, alors ça existe aussi chez les animaux, hein, statut socio-économique chez les primates, même chez les taureaux, etc. Quand une femelle a un haut statut socio-économique, elle a une chance que sa descendance ait aussi un haut niveau socio-économique. Et quand un mâle a un haut niveau socio-économique, il a plus de chances de pouvoir se reproduire avec beaucoup de femelles. Et donc, si ça c'est vrai, il y a un avantage évolutif à ce que les femelles de haut niveau socio-économique aient plus de descendants mâles et que les femelles de bas niveau socio-économique aient plus de descendants femelles. Donc c'est une hypothèse qui a été formulée dans les années 60-70, qui a été testée. Alors, vous imaginez qu'expérimentalement, ce n'est pas facile, mais les méta-analyses qu'il y a sont plutôt en faveur de ça, avec des trucs complètement fous. C'est que, par exemple, je ne savais pas que lors des tout premiers jours d'une grossesse d'une femelle humaine, il y a une augmentation de l'interleukine tau qui est différente selon qu'on a un embryon mâle ou femelle. Et que la femelle gestante peut adapter sa glycémie en fonction de ce qu'elle a reçu comme information de ce que son embryon est mâle ou femelle. Il y a aussi des études qui ont montré que la composition du lait maternel était possiblement différente selon qu'on allait un mâle ou une femelle. Et que même, ça a été fait au Kenya, que la composition du lait de la mère en fonction du sexe de l'enfant varie en fonction du niveau socio-économique de la mère. Alors, tout ça est quand on lit les papiers en détail, c'est méthodologiquement extrêmement fragile. Et donc, on ne peut pas dire que c'est prouvé. Néanmoins, c'est intéressant intellectuellement. Et il y a quand même une autre étude, une étude américaine, où sur toutes les naissances entre 83 et 2001, 48 millions de naissances, 310 000 décès après la naissance des tout-petits, qui montrent effectivement que les femelles, enfin là en l'occurrence oui, les femelles humaines mariées d'un milieu socio-économique élevé et jeune ont plus de naissances de mâles et que les femelles humaines jeunes non mariées, célibataires, ont beaucoup plus de mortalité après la naissance de nouveau-nés mâles. Alors, on pourra essayer de voir pourquoi ça se passe. Alors, il y a des hypothèses autour d'un accès privilégié à un avortement, à une IVG en fonction de l'échographie. Moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Je pense plutôt que, en fait, inconsciemment, si une femelle humaine de haut niveau socio-économique est enceinte, eh bien,
selon qu'elle est un fœtus mâle ou femelle, on va peut-être l'inciter à plus protéger ou moins protéger sa grossesse selon que le fœtus soit mâle ou femelle. Si elle a un mâle, on va dire ah, on va manger chez des amis, non, reste assis, etc. Il faut que tu te protèges. Et puis peut-être si c'est une femelle, peut-être qu'on va moins le dire. Voilà. Alors, donc, tout ça pour dire que dès ce stade-là, mâle ou femelle, on voit qu'il y a une intrication entre des choses extrêmement biologiques et puis des choses sociétales. Alors après arrive la naissance. Et donc là, c'est une question, une tarte à la crème. Est-ce que le nouveau-né mâle est différent du nouveau-né femelle? Alors, il y a comme on le disait, il y a une toute petite différence de mortalité. OK. Mais alors, en termes de fonctionnement cognitif, ça aussi c'est un sujet extrêmement sensible, eh bien, vraisemblablement, il y a une différence statistique de fonctionnement cognitif entre le nouveau-né mâle et le nouveau-né femelle. Il y a, alors ces expériences sont très difficiles à faire, hein, ces expériences de psychologie cognitive faites sur des nouveau-nés de quelques heures de vie. Alors, il y a une étude, moi, que j'aime beaucoup, de Conellan en 2000, dans Infant Behavior and Development, sur 50 nouveau-nés mâles, 50 nouveau-nés femelles de quelques heures de vie. On montre, soit il y a l'investigatrice, qui est une jeune femme britannique, blonde, et puis à côté, il y a un visage qui est fait, c'est comme un mobile, un peu comme Picasso. Un visage à la Picasso avec des yeux et des trucs bizarres. Et donc, on regarde où les nouveau-nés vont pointer leur regard. Est-ce que c'est plutôt sur l'un ou sur l'autre? Et donc, il y a un tiers des nouveau-nés qui regardent les deux visages de la même façon, et ceux qui regardent de façon privilégiée l'un des deux, eh bien, 43% des garçons regardent le mobile, alors que 17% des femelles regardent le mobile. Ce qui est statistiquement différent, mais qui, au-delà de la différence statistique, est assez importante en termes de taille d'effet. Et il y a une autre étude sur les conduites d'imitation, la fréquence cardiaque en fonction de l'exposition d'un nouveau-né femelle ou mâle à une rencontre, le pot à pot, la réaction du pot à pot d'un nouveau-né selon qu'il est mâle ou femelle, selon que c'est un pot à pot avec son père ou sa mère, qui va être différent aussi, et ça a été reproduit chez le macaque. Donc il y a quand même un corpus de connaissances, et j'ai l'impression que chez les psychologues cognitivistes du développement, c'est quelque chose qui est acquis. On montre qu'à quelques mois de vie, les mâles humains ont plus de possibilités de travailler sur des objets en 3 dimensions dans l'espace, et les femelles plus avec ce qui a à voir au langage. Alors la question c'est plus, est-ce que cette taille d'effet est faible ou est-ce qu'elle est pas négligeable? Et là, les avis sont partagés. De mon point de vue, je les lisais comme faibles. Et en fait, tout le monde n'a pas le point de vue. Et donc, en tout cas, alors d'où ça vient? Ça vient possiblement, vous savez que la testostéronémie d'un nouveau-né est la même que la testostéronémie d'un adolescent. Donc elle est très élevée, et beaucoup plus élevée chez le nouveau-né mâle que chez le nouveau-né femelle. Et ça, ça chute très vite à quelques jours de vie. Et donc, il y a une exposition très forte du nouveau-né mâle à la testostérone pendant les derniers trimestres de grossesse. Et la testostérone a un impact sur le développement de certaines capacités cognitives. Voilà, donc ça serait une explication biologique. Tout ça est spéculatif. Les expériences ne le sont pas trop quand même. Les expériences, c'est plus que de la spéculation de mon point de vue, puisque c'est reproduit, ça commence à devenir des faits. Et alors, ce qu'on peut imaginer, et c'est là qu'on va rentrer dans la question du genre, c'est qu'il est vraisemblable qu'il y ait des différences statistiques entre mâles et femelles, et ce très tôt, que ces différences ont été perçues par les sociétés et qu'elles ont été incorporées dans un récit mythologique, qui est qu'on a transformé une différence statistique en un récit mythologique universel, c'est-à-dire les mâles sont forts en maths, les femelles sont forts en français, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, dans les pays développés, les filles sont meilleures que les garçons en maths. C'était le contraire avant, et aujourd'hui, c'est le cas. Mais ce qui est drôle, c'est que la variance est plus importante chez les garçons que chez les filles. On pourra y revenir.
Donc, il y aurait un discours mythologique qui se serait greffé sur de petites différences biologiques et qui fait qu'on aurait construit un récit autour de ce qu'est un garçon et de ce qu'est une fille. Mais on va y arriver parce que ça va se compliquer. Donc, il y a le nouveau-né, mais le nouveau-né a aussi un père et une mère. Et est-ce qu'il y a, dans quelle mesure, le rôle du père est différent du rôle de la mère? Puisqu'il y a aussi un récit mythologique sur ce qu'est un père et sur ce qu'est une mère. La mère est bienveillante, elle nourrit, etc. Le père est autoritaire, enfin, même si c'est comme ça, est complètement déconstruit aujourd'hui, mais c'est quand même toujours dans le récit mythologique. Alors, d'abord, alors ça aussi c'est extrêmement sensible en termes sociaux. Néanmoins, il y a des évidences, que là, ça n'est plus scientifique, c'est clinique. C'est que une femelle humaine porte son enfant pendant 9 mois dans son utérus. Et il y a beaucoup de femmes ici, vous n'imaginez pas à quel point un homme est incapable de se représenter ce que c'est que d'avoir un nouveau-né dans son abdomen. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Pour nous, c'est une abstraction. C'est-à-dire que vous avez, la plupart d'entre vous, vécu ça, et c'est quelque chose extrêmement fort et qui fait que, eh bien, après, il y a, et c'est une évidence clinique, il y a déjà un rapport de la mère à son enfant qui préexiste à la naissance, qui est extrêmement fort, qui existe un peu chez le père, mais ça n'a rien à voir. Même s'il le touche régulièrement, ça n'a rien à voir. Alors après, il y a l'allaitement, et ça a été testé. La plupart des femmes humaines, des femelles humaines allaitent leur nouveau-né. Et en fait, d'allaiter, alors on a même montré qu'il y a de l'ADN, du lait maternel qui passe chez le nouveau-né et qui s'intègre dans le génome du nouveau-né. Et on a montré que quand une femelle humaine allaite ses enfants, eh bien, l'enfant, au bout de 7 jours, est capable de discriminer l'odeur axillaire de sa mère par rapport à une autre odeur axillaire et qu'il n'est pas capable de discriminer l'odeur de son père d'une autre odeur. Et vous savez que chez nous et chez les mammifères, les odeurs ont un impact extrêmement puissant, surtout en particulier sur la sexualité. Et l'autre point, naturellement, c'est que en fait, le fait d'être mère s'inscrit dans la chair. C'est-à-dire toute femme qui a accouché sait qu'elle a enfanté. Elle le sait. C'est juste. Alors peut-être qu'on a changé son nouveau-né à la maternité, mais elle le sait qu'elle a donné la vie. Un mâle humain ne sait jamais s'il a donné la vie ou pas. Le fait qu'il soit père relève uniquement du langage et du symbolique. Alors vous allez dire, il y a la génétique aussi. La génétique, c'est du symbolique. C'est un papier qu'on vous donne et on vous dit, vous êtes père. Et vous avez donné de l'ADN. Et l'ADN, c'est du symbolique. La paternité n'a rien à voir en termes de vie par rapport à la maternité. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour motiver le père, c'est vraisemblablement pour ça que dans beaucoup de sociétés, on donne le nom du père à l'enfant. Au moins, ça lui donne... Et vous savez peut-être que dans la plupart des langues, le mot papa, les enfants prononcent papa avant de prononcer maman, il paraît. Et vous savez, l'explication, c'est qu'en fait, papa serait le premier mot que disent les enfants. Et qu'on aurait dit, ah ben, c'est toi qui le désigne là, parce que tu es son père. Et donc, pour calmer les pères, on va lui dire, le premier mot qu'il dit, ah ben, tu vois, il te reconnaît, c'est toi le père, et donc c'est toi son papa. Et on va lui dire aussi, qu'est-ce qui te ressemble. Alors, comment le bébé mâle ou femelle, il vit tout ça? Sachant qu'il y a un père et une mère qui ne sont pas pareils. Le nouveau-né, selon qu'il est mâle ou femelle, comment il vivre ça? Comment il va vivre ça? Eh bien, il va vivre ça de façon différente, et ça aussi, même chez les psychanalystes, ça aussi, c'est pas scientifique ce que je veux dire. En fait, je vais faire l'hypothèse que de façon biologique ou de façon par conditionnement social, nous sommes poussés à être attirés par un sexe différent. Je fais cette hypothèse. Il y a des papiers écrits là-dessus. Hein. Il y a des papiers sur les phéromones, etc., qui sont discutés, et littérature non négligeable. Et donc, en fait,
Un nouveau-né femelle, du coup, eh bien, elle a une mère qui lui donne à manger, et vous avez tous remarqué que pour un nouveau-né, manger, c'est une grande partie de sa vie hein, et de ses angoisses. Mais elle a aussi un autre individu qui est un mâle en face d'elle. Donc, elle a un individu qui lui apporte quelque chose en termes d'affection, d'odeur, de nourriture, et un individu qui, potentiellement, va l'attirer parce que c'est comme ça que, statistiquement, nous sommes plus ou moins incités ou programmés. Alors que chez le petit mâle, il y a une différence complète. C'est que d'un côté, il a une mère qui lui donne à manger, qui a une bonne odeur et qui est du sexe opposé, alors que chez le père, il n'y a rien. De là, des relations complètement dissymétriques entre le petit mâle et sa mère, et le petit mâle et son père par rapport à la petite femelle et son père, la petite femelle et sa mère. Et vous savez que dans beaucoup de cultures, le rapport des garçons à leur mère, en particulier dans le pourtour méditerranéen, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et vous savez que beaucoup de femmes disent « Non, mais je ne suis pas ta mère. Hein. » Alors que vous avez peu d'époux qui disent à leur femme « Je ne suis pas ton père. » Il y a une différence entre les deux. C'est que, quelque part, le rapport du mâle à un idéal maternel est différent et genré. Et ça a été très bien dit par les artistes. Il y a Romain Gary qui dit dans L'aube de la vie, avec l'amour maternel, la vie fait une promesse à l'aube qu'elle ne tient jamais. Quand une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. Ouais, c'est pas gai. Hein. C'est pas gai, mais ça exprime bien le désespoir de certains hommes dans la frustration qu'ils ont par rapport aux femmes avec qui ils vivent. De ne pas trouver, et à mon avis, ça explique une bonne partie des féminicides. Oui. C'est que je suis tellement frustré de la femme avec qui je vis, qui ne sera jamais la mère avec qui j'aurais dû être, et bien que si je bois en plus, j'ai un passage à l'acte et je la tue. Donc, mais surtout ce que je dis là, c'est pas des justifications, c'est pas ce que je dis, j'essaie d'expliquer des choses. Donc, j'en arrive à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'un mâle et une femelle? On a vu, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme? Eh bien, c'est à partir du fait qu'on ait des mâles ou des femelles, ou parfois des intersexes, un peu moins de 1% de la population, mais pour 99%, ça se sait. Et d'ailleurs, c'est extrêmement fort dans nos sociétés. Quand une femme est enceinte, on lui dit « alors, tu attends un garçon ou une fille ?» C'est quasiment un lieu commun. Donc, il y a des mâles et des femelles, mais derrière ça, il y a des récits mythologiques qui se sont construits autour de ce que nos sociétés sont, et c'est extraordinairement compliqué. Et donc, il y a des récits sur ce qu'un mâle doit être, et ce qu'un mâle doit être, c'est un garçon, et c'est ce qu'une femelle doit être, et ce qu'une femelle doit être, c'est une fille. Et bien entendu, alors, quand on est enfant, c'est une demi-interrogation, c'est-à-dire on vous dit, tu vas jouer au Lego, tu vas jouer à la poupée, et on va le faire parce qu'on nous le dit, mais parfois on aimerait bien faire le contraire, mais bon, comme on est enfant, on fait à peu près tout ce que nos parents nous disent, mais effectivement à l'adolescence, eh bien, alors que le corps se transforme, alors qu'on se demande qui on est, puisqu'on n'est plus un enfant, eh bien, on peut décider de ne pas vouloir être un garçon, c'est-à-dire de nous assigner le rôle qui correspond au fait que l'on est mâle ou femelle. Et en fait, cette interrogation est relativement banale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, comme il y a une liberté de parole plus importante qu'avant, eh bien, on a la possibilité, quand on est adolescent, de dire finalement, j'ai pas envie de ça, ou j'ai envie d'un petit peu, et j'ai envie que ça change, et j'ai envie que, voilà, et c'est pas, ça n'a absolument rien d'un problème médical, c'est juste un problème, c'est juste une question anthropologique. Mais à l'opposé, il y a effectivement, pour des raisons qui, de mon point de vue, ne sont pas encore connues, des individus qui, souvent très tôt, sont mâles ou femelles, mais ne se voient absolument pas comme ça. Et ça peut être source d'une tension intérieure extrêmement forte
extrêmement douloureuse, parfois même qui peut conduire au suicide, et donc on voit, et donc qui vont venir consulter à la consultation de David et d'Agnès, et on voit, et c'est pour ça, donc on voit qu'il y a la question du genre et de la transidentité est extrêmement hétérogène en réalité, et que ça c'est aussi un des problèmes qui fait qu'on a du mal à faire de la recherche aujourd'hui, parce que pour définir les critères d'inclusion dans les études, eh bien, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un côté d'un questionnement d'incongruence de genre manifeste qui fait qu'on va consulter et qui fait qu'à ce moment-là, il est licite d'accompagner les jeunes ou les moins jeunes dans un parcours de transition, ou est-ce qu'on parle d'adolescents qui s'interrogent de façon tout à fait légitime sur leur genre et leur rôle dans la société, et qui, à l'occasion de problèmes psychiatriques qui arrivent, comme ils peuvent arriver à l'adolescence, vont greffer leur questionnement identitaire sur ce problème psychopathologique et vont l'exprimer de cette façon. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas clair sur ce démembrement phénotypique. Et c'est là que peut-être la question se pose, à la fois en termes cliniques et en termes de société.